Versailles, le palais le plus éblouissant que l'humanité ait jamais construit. Des miroirs à perte de vue, de l'or sur chaque mur, des jardins taillés au millimètre, un lieu conçu pour montrer au monde entier la puissance absolue du roi de France. Mais derrière les dorures, derrière les lustres, derrière les symphonies, se cachait un secret que personne n'osait écrire. 10 000 personnes vivaient dans ce palais, des princes, des duchesses, des serviteurs, des gardes, des cuisiniers. 10 000 corps, 10 000 ventres, et pratiquement aucune toilette. Alors, les escaliers sont devenus des latrines, les couloirs, des égouts, les jardins de lenôtre, des fosses à ciel ouvert. Et le roi lui-même, le roi Soleil, le souverain le plus puissant d'Europe, recevait ses ministres, assis sur sa chaise percée. Mais le plus troublant, ce n'est pas la saleté, c'est que tout cela n'avait rien d'un accident. C'était un choix qui en dit plus sur la nature du pouvoir que tous les traités de Versailles réunis, et ce que la Palatine, belle-sœur de Louis XIV, a écrit dans ses lettres privées sur l'odeur réelle de ce palais. Vous ne regarderez plus jamais Versailles de la même façon. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Je suis toujours étonné de voir à quel point l'histoire de France passionne bien au-delà de nos frontières. Et si vous aimez découvrir les vérités cachées derrière les grandes façades de notre histoire, abonnez-vous. Chaque semaine, on ouvre ensemble une porte que les livres d'école ont préféré laisser fermer. On commence. Nous sommes en 1685. Le château de Versailles vient d'atteindre sa forme définitive. Louis XIV a 57 ans. Il règne depuis plus de 40 ans et il a accompli ce qu'aucun roi d'Europe n'avait jamais osé imaginer. Il a transformé un ancien pavillon de chasse perdu dans les marécages de l'Île-de-France en la plus grande résidence royale du monde. Les chiffres donnent le vertige. Plus de 2300 pièces, 357 miroirs rien que dans la grande galerie, des kilomètres de couloirs, d'antichambres, de salons d'apparat, des jardins qui s'étendent sur 800 hectares, ponctués de fontaines, de bassins, de bosquets sculptés avec une précision presque obsessionnelle. Versailles n'est pas un palais, c'est une ville close, pensée comme un théâtre permanent où chaque geste, chaque déplacement, chaque regard a un sens politique. Et cette ville est pleine, parce que Louis XIV n'a pas construit Versailles pour y vivre seul. Il l'a construit pour y enfermer la noblesse française. Depuis la Fronde, cette guerre civile qui a traumatisé son enfance, le roi ne fait plus confiance aux grands seigneurs. Il les veut sous ses yeux, près de lui, dépendant de lui. Alors il les a attirés à Versailles avec une arme redoutable, le privilège. Être logé au château, c'est exister. Être absent, c'est disparaître. Et la noblesse française, piégée par son propre orgueil, a accepté le marché. Résultat, chaque jour, entre 5 000 et 10 000 personnes vivent, travaillent, mangent, dorment et intriguent dans ce palais et ses dépendances immédiates. La famille royale, bien sûr, le roi, la reine, le dauphin, les princes et les princesses du sang, mais aussi des centaines de courtisans avec leurs propres domestiques, des gardes, gardes françaises, gardes suisses, gardes du corps du roi, qui se relaient jour et nuit, des cuisiniers, des marmitons, des sommeliers, des porteurs d'eau, des blanchisseuses, des valets de chambre, des coiffeurs, des couturières, des médecins, des apothicaires.
Et puis tous ceux qu'on oublie toujours, les marchands ambulants, les solliciteurs venus de province espérant une audience, les artisans chargés des réparations permanentes, les messagers, les livreurs, les musiciens, les ecclésiastiques, 10 000 personnes, dans un seul lieu. Et maintenant posons la question que personne ne pose jamais dans les documentaires sur Versailles. Où est-ce que tout ce monde allait aux toilettes? La réponse est simple, et elle est brutale, nulle part, ou plutôt partout, parce que Versailles, dans toute sa splendeur, dans toute son ambition démesurée, n'a pratiquement pas de toilettes, pas au sens où nous l'entendons aujourd'hui, pas de réseau d'évacuation, pas de canalisation dédiée, pas de latrine collective digne de ce nom. Les inventaires du garde-meuble royal, conservés aux archives nationales, recensent environ 274 chaises percées réparties dans l'ensemble du château à la fin du XVIIe siècle. 274 pour 10 000 personnes. Et encore, ces chaises percées ne sont pas des installations fixes reliées à quoi que ce soit. Ce sont des meubles, des sièges en bois, parfois rembourrés, avec un trou au centre et un récipient en dessous. Des pots glorifiés qui doivent être vidés à la main par quelqu'un. Et c'est là que commence la véritable histoire, parce que ce chiffre 274 ne raconte pas toute la vérité. Ces chaises percées n'étaient pas distribuées de manière égale. Elles appartenaient aux appartements des princes, des princesses, des ministres les plus importants, des favorites du roi. Autrement dit, elles étaient le privilège d'une poignée de personnes au sommet de la pyramide. Les courtisans de rang moyen, les officiers subalternes, les domestiques, les gardes, c'est-à-dire l'écrasante majorité des occupants du château, n'y avaient pas accès. Alors, ils se sont débrouillés. Et se débrouiller, à Versailles, au XVIIe siècle, ça voulait dire exactement ce que vous imaginez. Les pots de chambre étaient la solution la plus courante. Chaque appartement, chaque chambre, chaque recoin habité en possédait au moins un. Mais un pot de chambre, il faut le vider. Et le vider à Versailles, c'était une aventure en soi. Les domestiques descendaient les escaliers, souvent étroits, souvent mal éclairés, avec leur chargement, traversaient des couloirs bondés et allaient jeter le contenu quelque part, dans une cour intérieure, dans un fossé. Parfois, quand le trajet était trop long ou quand la presse était trop grande, directement par la fenêtre, avec un cri d'avertissement ou sans. Les historiens William Ritchie Newton et Mathieu Davignat, tous deux spécialistes de la vie quotidienne à Versailles, ont documenté cette réalité avec une précision clinique. Newton, dans ses travaux sur l'espace du roi, décrit un château où la gestion des déchets humains était un problème permanent, jamais résolu, toujours repoussé. Davignat, dans ses recherches sur les domestiques de Versailles, montre que les serviteurs vivaient dans des conditions matérielles souvent indignes, des soupentes sous les toits, des réduits sans fenêtres, des espaces partagés à plusieurs, sans la moindre intimité ni le moindre aménagement sanitaire. Et puis il y avait les escaliers, les grands escaliers de Versailles, l'escalier des ambassadeurs, l'escalier de la reine, sont célèbres pour leur magnificence. Mais les petits escaliers, ceux qu'empruntaient les domestiques, ceux qui reliaient les étages de service, ceux qui menaient aux combles et aux cuisines, ces escaliers-là racontaient une toute autre histoire. Ils servaient régulièrement de latrines improvisées, les recoins sombres, les paliers déserts, les passages peu fréquentés, tout espace à l'abri des regards
devenait un lieu d'aisance potentielle. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une légende noire inventée après coup pour salir la monarchie, c'est ce que disent les sources elles-mêmes. Les ordonnances de police intérieure du château, émises à plusieurs reprises, sous Louis XIV, puis sous ses successeurs, interdisent explicitement de faire ses nécessités dans les escaliers, les couloirs et les passages du palais. Or, en histoire, il y a une règle simple. Quand un pouvoir interdit quelque chose à répétition, c'est que cette chose se produit constamment. Versailles, le palais de la lumière, le temple de l'ordre et de la symétrie, le chef-d'œuvre absolu de l'architecture française, était aussi, au quotidien, un lieu où l'on marchait parfois dans ce que la décence interdit de nommer. Et le plus extraordinaire dans tout cela, c'est que personne, absolument personne à la cour, ne semblait considérer cette situation comme anormale. Parce que pour comprendre Versailles, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Le rapport que cette époque entretenait avec le corps humain n'avait strictement rien à voir avec le nôtre, et nulle part cette différence n'était plus visible que dans la manière dont le roi lui-même, Louis XIV, le roi Soleil, le monarque le plus puissant de son temps, faisait ses propres besoins. Ce qui se passait dans les appartements privés du roi va remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la dignité royale. Dans les appartements privés de Louis XIV, il existait un meuble que les guides touristiques ne montrent jamais. Un meuble qui n'apparaît dans aucune peinture officielle, dans aucun portrait de cour, dans aucune gravure destinée à glorifier le règne du roi Soleil. Et pourtant, ce meuble était au cœur de la vie quotidienne du monarque le plus puissant d'Europe. On l'appelait la chaise d'affaires. C'était un siège en bois, souvent recouvert de velours rouge ou cramoisi, parfois orné de passementeries dorées, avec un trou au centre et un bassin en faïence ou en étain glissé en dessous. Un trône, mais pas celui qu'on imagine. Un trône intime, fonctionnel, destiné à un usage que la politesse de notre époque préfère taire, et Louis XIV ne se cachait pas pour l'utiliser. C'est le duc de Saint-Simon qui nous offre les témoignages les plus saisissants. Dans ses mémoires, rédigés avec une franchise que la postérité a souvent jugée indécente, Saint-Simon décrit des scènes qui défient notre compréhension moderne. Le roi, assis sur sa chaise d'affaires, recevait. Il recevait ses ministres. Il recevait des courtisans venus solliciter une faveur. Il donnait des audiences. Il prenait des décisions politiques. Il signait des documents. Tout cela en faisant ce que la nature exigeait de lui, sans la moindre gêne apparente, sans le moindre effort pour dissimuler ce qui se passait. Pour nous, aujourd'hui, c'est incompréhensible, presque choquant. Mais pour les contemporains de Louis XIV, c'était parfaitement normal, et la raison en est fascinante. Dans la pensée politique et religieuse de l'Ancien Régime, le corps du roi n'était pas un corps ordinaire. Il était double. D'un côté, il y avait le corps physique, mortel, faillible, soumis aux mêmes nécessités que n'importe quel être humain. De l'autre, il y avait le corps sacré de la monarchie, éternel, intouchable, investi par Dieu lui-même. Cette doctrine, que les historiens appellent les deux corps du roi, signifiait que tout ce que faisait le souverain, manger, dormir, se lever, s'habiller, et oui, satisfaire ses besoins, n'était jamais un acte privé, c'était un acte royal, un acte public, un acte qui participait de la majesté du trône.
Voilà pourquoi le lever du roi était une cérémonie. Voilà pourquoi le coucher du roi était un rituel. Voilà pourquoi le repas du roi, le fameux grand couvert, se déroulait devant des dizaines de spectateurs. Et voilà pourquoi la chaise d'affaires n'avait rien de honteux. Le roi n'avait pas de vie privée, il n'était pas censé en avoir. Chaque instant de son existence appartenait à la France. Mais il y avait autre chose, quelque chose de plus subtil, de plus politique. Recevoir un courtisan pendant qu'on était assis sur sa chaise percée, ce n'était pas simplement une habitude bizarre. C'était un message, un signal de pouvoir. Le roi montrait qu'il était tellement au-dessus des autres qu'il pouvait se permettre n'importe quoi en leur présence. Les règles ordinaires de la bienséance ne s'appliquaient pas à lui. Elles s'appliquaient aux autres. Et le courtisan, qui était reçu dans ces conditions, devait se sentir honoré, parce que le roi lui accordait une forme d'intimité, une proximité que d'autres n'auraient jamais. C'est vertigineux, et c'est profondément révélateur de la mécanique de Versailles, parce que dans ce palais, tout était hiérarchie, tout était symbole, tout était pouvoir. La taille de votre appartement disait votre rang. L'heure à laquelle vous pouviez voir le roi disait votre importance, et même la manière dont vous faisiez vos besoins disait votre place dans l'ordre du monde. Le roi avait sa chaise de velours, vidée par un officier dédié, le porte-chaise d'affaires, un titre officiel qui existait réellement dans l'organigramme de la maison du roi. Les princes et princesses du sang avaient leur propre chaise percée, moins luxueuse, mais tout de même respectable. Les grands courtisans disposaient de pots de chambre en faïence fine dans leurs appartements, et les autres, les milliers d'autres, n'avaient rien, sauf leur ingéniosité et leur désespoir. Car pendant que Louis XIV trônait sur son velours cramoisi, pendant que ses médecins, Vallaud, Daquin, puis Fagon, consignaient méticuleusement dans le journal de santé du roi chaque détail de sa digestion, de ses coliques et de ses lavements, pendant que le monarque transformait jusqu'à ses fonctions corporelles en instruments de domination, à quelques mètres de là, dans les couloirs, dans les escaliers de service, dans les antichambres bondées, des centaines de personnes vivaient une réalité radicalement différente. Une réalité que la Palatine, belle-sœur du roi, femme libre et sans filtre, a décrite dans ses lettres avec une crudité qui fait encore rougir les historiens 3 siècles plus tard. Et ce qu'elle a écrit dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Élisabeth Charlotte de Bavière, duchesse d'Orléans, connue sous le nom de la Palatine, est arrivée à Versailles en 1671. Elle avait 19 ans. Elle venait d'épouser Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV. Elle quittait l'Allemagne pour la cour la plus brillante du monde. Et ce qu'elle a découvert l'a sidérée. Pas les dorures, pas les fêtes, pas les intrigues, non. Ce qui l'a frappée, c'est l'odeur. La Palatine était une femme d'une franchise extraordinaire. Pendant plus de 40 ans, elle a entretenu une correspondance colossale, des milliers de lettres envoyées à ses proches restés en Allemagne, à sa tante Sophie de Hanovre, à ses demi-sœurs, à ses amis. Et dans ces lettres, elle ne cachait rien. Elle décrivait la cour de France telle qu'elle la vivait, sans filtre, sans censure, sans la moindre envie de plaire. Ces lettres sont devenues l'une des sources les plus précieuses et les plus dérangeantes sur la vie réelle à Versailles. Dans une lettre souvent citée par les historiens,
La Palatine écrit que les passages et les couloirs du château sont dans un état repoussant, que des gens font leurs besoins dans les recoins, dans les escaliers, jusque sur les balcons, que l'odeur, certains jours, est si forte qu'il est difficile de rester dans certaines ailes du palais. Elle ne mâche pas ses mots. Elle parle d'ordure, elle parle de puanteur. Elle décrit un château qui, derrière sa façade de marbre et d'or, empeste. Et la Palatine n'était pas la seule à s'en plaindre. Les ordonnances intérieures du château, que les historiens ont retrouvées dans les archives, confirment ces descriptions. À plusieurs reprises, l'administration du palais a publié des interdictions formelles. Il était défendu de faire ses besoins dans les escaliers. Il était défendu de jeter le contenu des pots de chambre par les fenêtres. Il était défendu de souiller les cours intérieures. Ces ordonnances revenaient régulièrement, signe évident qu'elles n'étaient jamais respectées. Mais comment en vouloir à ces gens ? Pour comprendre, il faut se représenter ce qu'était réellement la vie d'un courtisan ordinaire à Versailles. Oublier les images de grands appartements luxueux. La réalité était tout autre. Les logements attribués aux courtisans étaient, pour la plupart, minuscules. Une pièce, parfois deux, rarement plus. Des espaces exigus, mal ventilés, souvent situés dans les étages supérieurs ou dans les ailes secondaires du château. Un duc pouvait se retrouver logé dans une chambre à peine plus grande qu'une cellule de moine. Mais il acceptait, parce qu'être logé à Versailles, c'était exister politiquement. Être renvoyé dans ses terres, c'était mourir socialement. Dans ces appartements minuscules, le courtisan disposait, s'il avait de la chance, d'un pot de chambre, parfois d'une chaise percée modeste. Mais il fallait ensuite évacuer le contenu, et c'est là que les choses se compliquaient. Les domestiques, souvent un ou deux par courtisan, eux-mêmes logés dans des conditions encore pires, devaient descendre les récipients, traverser des couloirs encombrés, des escaliers étroits et sombres, pour aller vider le tout dans les cours ou les fosses prévues à cet effet, quand il y en avait, quand elles n'étaient pas déjà pleines, et quand le trajet était trop long, quand la nuit tombait, quand les couloirs étaient bondés par une fête ou une cérémonie, les domestiques prenaient des raccourcis, la fenêtre la plus proche, l'escalier le plus sombre, le recoin le plus discret, et petit à petit, jour après jour, nuit après nuit, le château s'imprégnait, mais il n'y avait pas que les courtisans et leurs domestiques. Il y avait les visiteurs. Versailles était un lieu étonnamment ouvert. N'importe quel sujet du roi pouvait, en théorie, entrer dans le château pour assister au passage du souverain, pour déposer une requête, pour simplement voir de ses propres yeux la splendeur du lieu. Des centaines de personnes affluaient chaque jour, des provinciaux, des étrangers, des curieux, des solliciteurs. Et aucun aménagement n'était prévu pour eux. Pas de latrine publique, pas de lieu d'aisance accessible. Ces visiteurs faisaient comme tout le monde. Ils trouvaient un coin, dans les jardins, derrière les bosquets si parfaitement taillés par le nôtre, dans les allées les plus reculées du parc, les orangeries, les terrasses, les abords des bassins, tout servait. Les jardins de Versailles, ces chefs-d'œuvre d'harmonie et de géométrie que le monde entier admire encore aujourd'hui, étaient aussi, au quotidien, des latrines à ciel ouvert. Et c'est peut-être là que le contraste atteint son point le plus vertigineux. D'un côté, la beauté absolue, l'ordre parfait, la maîtrise totale de la nature par la volonté humaine. De l'autre, la réalité la plus crue, la plus universelle, la plus impossible à nier de la condition humaine,
Les deux coexistaient, à quelques mètres l'un de l'autre, chaque jour, mais ce paradoxe en cachait un autre, encore plus profond, parce que dans ce château où l'eau manquait cruellement pour les besoins les plus élémentaires, il y avait un endroit où elle coulait à flot, un endroit où des millions de livres avaient été dépensés pour la faire jaillir, danser et briller au soleil. Les fontaines et l'histoire de cette eau, d'où elle venait, ce qu'elle a coûté et pourquoi elle n'a jamais servi à laver quoi que ce soit, est peut-être la clé de tout. Louis XIV aimait l'eau, pas pour se laver, pour la montrer. C'est l'un des paradoxes les plus stupéfiants de Versailles. Le roi a englouti des sommes astronomiques pour amener l'eau dans son palais. Mais cette eau n'a jamais servi à l'hygiène. Elle a servi au spectacle. Les fontaines de Versailles, ces merveilles d'ingénierie qui faisaient l'admiration des ambassadeurs étrangers, consommaient des quantités phénoménales d'eau. Le bassin de Latone, le bassin d'Apollon, les grandes eaux, tout cela nécessitait une alimentation constante que la nature ne fournissait pas. Versailles était bâti sur un terrain marécageux, certes, mais pauvre en sources, capable d'alimenter un tel système. Alors Louis XIV a lancé des chantiers titanesques. D'abord la machine de Marly, construite entre 1681 et 1684, un monstre mécanique installé sur la Seine, à Bougival, composé de 14 roues gigantesques et de plus de 200 pompes. Son objectif, puiser l'eau du fleuve et la faire monter sur une dénivellation de plus de 150 mètres pour l'acheminer jusqu'au jardin de Versailles. La machine fonctionnait, mais elle était bruyante, coûteuse, fragile et ne suffisait toujours pas. Alors le roi a voulu plus grand encore. L'aqueduc de Maintenon, un projet pharaonique censé détourner les eaux de l'Eure à plus de 80 km de Versailles pour les amener jusqu'au château. Des milliers de soldats ont été réquisitionnés pour creuser les tranchées et construire les arches. Beaucoup y ont laissé leur santé, certains y ont laissé leur vie, emportés par les fièvres, le paludisme, l'épuisement, et le chantier n'a jamais été achevé. La guerre de la Ligue d'Augsbourg a détourné les ressources et l'aqueduc est resté inachevé. Un squelette de pierre encore visible aujourd'hui dans la campagne d'Eure-et-Loir, monument silencieux à l'obsession d'un roi pour l'eau qu'on regarde mais qu'on ne touche pas. Parce que c'est bien là le point essentiel. Cette eau, arrachée à la Seine et à la terre à un coût humain et financier vertigineux, ne servait qu'à une seule chose, impressionner. Elle jaillissait dans les fontaines. Quand le roi se promenait dans les jardins, elle retombait en cascade quand les ambassadeurs étaient invités à admirer le parc. Et puis, dès que le roi tournait le dos, on coupait les fontaines, parce qu'il n'y avait pas assez d'eau pour les faire fonctionner en continu. L'eau de Versailles était une mise en scène, comme tout le reste, et pendant ce temps, dans les appartements, dans les cuisines, dans les combles où dormaient les domestiques, l'eau pour se laver, pour nettoyer, pour évacuer les déchets humains, cette eau-là n'existait pratiquement pas. Mais il serait injuste de blâmer Louis XIV seul, parce que cette situation reflétait une conception de l'hygiène radicalement différente de la nôtre. L'historien Georges Vigarello, dans son ouvrage devenu une référence, Le propre et le sale, a montré quelque chose de fascinant. Du XVIe au XVIIIe siècle, en France et dans une grande partie de l'Europe, l'eau était considérée comme dangereuse pour le corps. On croyait sincèrement que l'eau chaude ouvrait les pores de la peau
et permettait aux maladies de pénétrer dans l'organisme. Le bain, loin d'être un acte de propreté, était perçu comme un risque, un luxe dangereux, une faiblesse. Alors comment se lavait-on? On ne se lavait pas, ou plutôt on se nettoyait autrement. Le linge blanc était considéré comme l'instrument de la propreté. Changer de chemise, c'était se laver. La chemise absorbait la saleté du corps et en la remplaçant par une chemise propre, on estimait avoir fait le nécessaire. Louis XIV changeait de chemise plusieurs fois par jour. Il se considérait donc comme un homme d'une propreté irréprochable. Quant aux odeurs, celles du corps, celles du château, celles de la vie quotidienne, on les combattait non pas en les éliminant, mais en les masquant. Le parfum était une arme de survie. Les courtisans se parfumaient abondamment, pas par coquetterie, mais par nécessité vitale. Les gants étaient parfumés. Les perruques étaient poudrées et parfumées. Les mouchoirs étaient imbibés d'essence. Versailles, tout entier, baignait dans un mélange d'effluves que notre nez moderne trouverait probablement insoutenable. Un cocktail de musc, de civette, d'ambre gris, de fleurs d'oranger, le tout superposé aux odeurs que ces parfums étaient censés dissimuler. Et les conséquences sanitaires étaient exactement celles qu'on imagine. Le journal de santé de Louis XIV, tenu par ses médecins successifs, Vallaud, Daquin, puis Fagon, est un document extraordinaire. Sur des décennies, ces médecins ont consigné avec une minutie presque obsessionnelle chaque malaise, chaque douleur, chaque trouble digestif du souverain. Louis XIV souffrait de troubles intestinaux chroniques. Il subissait des lavements réguliers, parfois plusieurs par semaine. Il était sujet à des épisodes de dysenterie, de fièvre, de douleurs abdominales. Et il n'était pas le seul. La cour tout entière était frappée, régulièrement, par des vagues de maladies intestinales, des épidémies de dysenterie, des fièvres inexpliquées, des infections qui se propageaient dans les couloirs, les cuisines, les chambres, et personne ne faisait le lien. Personne ne comprenait que l'absence d'hygiène, l'absence d'évacuation des déchets, l'absence d'eau propre, que tout cela était la cause directe de ces maladies. La médecine de l'époque cherchait les explications dans les humeurs, dans l'air vicié, dans les alignements des astres, pas dans les escaliers souillés, ni dans les cours transformées en fosses. Versailles rendait ses habitants malades, et Versailles ne le savait pas. Mais certains l'ont compris. Plus tard, trop tard. Et quand les premiers efforts pour changer les choses ont enfin vu le jour, ils se sont heurtés à un obstacle bien plus redoutable que l'architecture ou la médecine, le pouvoir lui-même. Sous Louis XV, petit-fils du roi Soleil, quelque chose a commencé à changer, lentement, timidement, presque honteusement. Le nouveau roi n'avait pas la même relation au corps que son arrière-grand-père. Louis XV était un homme plus secret, plus soucieux de son intimité. Il aimait les petits appartements, les espaces privés, les recoins où il pouvait échapper au regard permanent de la cour. Et c'est dans ces espaces, ces cabinets privés, ces entresols, ces pièces dérobées qu'ont commencé à apparaître les premiers lieux à l'anglaise. C'est le nom qu'on donnait à l'époque aux ancêtres des toilettes à eau, des sièges reliés à un système rudimentaire d'évacuation, utilisant un peu d'eau pour chasser les matières vers une fosse ou un conduit. Une révolution silencieuse, microscopique, mais une révolution réservée au roi et à son cercle le plus intime. Le reste du château continuait à vivre exactement comme avant. Les mêmes pots de chambre, les mêmes escaliers souillés,
les mêmes recoins transformés en latrines, les mêmes ordonnances répétées et jamais respectées. Parce que le problème n'était pas technique. La technologie existait. Les Romains, 15 siècles plus tôt, avaient donc construit des réseaux d'égouts sophistiqués. Les ingénieurs du XVIIIe siècle étaient parfaitement capables de concevoir un système d'évacuation pour Versailles. Le problème était ailleurs. Il était politique, il était mental, il était structurel. Versailles n'avait pas été conçu pour le confort, il avait été conçu pour le contrôle. Chaque pièce, chaque couloir, chaque antichambre avait une fonction dans la mécanique du pouvoir inventé par Louis XIV. L'enfilade des appartements obligeait les courtisans à traverser des espaces publics pour atteindre leur logement, et donc à être vus, surveillés, évalués en permanence. La disposition des salons déterminait qui pouvait accéder au roi et à quel moment. Même la taille des fenêtres, la hauteur des plafonds, l'orientation des portes, tout avait un sens politique. Modifier l'architecture du château pour y installer un réseau sanitaire aurait signifié toucher à cette mécanique, percer des murs, creuser des conduits, réorganiser des espaces, bousculer une géographie du pouvoir qui fonctionnait depuis des décennies. Et personne ne voulait prendre ce risque, parce que à Versailles, changer un mur, c'était changer l'ordre du monde. Il y avait aussi une autre raison, plus profonde, plus troublante. La question sanitaire ne concernait, dans l'esprit des décideurs, que ceux qui comptaient, c'est-à-dire le roi, sa famille, ses favoris, les autres, les milliers de domestiques, de gardes, d'artisans, de petites gens qui faisaient tourner cette machine colossale, n'existaient tout simplement pas dans l'équation. Leur confort n'était pas un sujet. Leur dignité corporelle n'était pas une préoccupation. Ils étaient là pour servir, pas pour être servis. Et c'est peut-être là que se trouve la vérité la plus dérangeante de cette histoire. Parce que Versailles n'était pas une exception. Versailles était un miroir, le miroir grossissant d'une société entière qui avait organisé l'invisibilité de ceux qui la faisaient fonctionner. À Paris, les conditions n'étaient guère meilleures. Les rues de la capitale, jusqu'au XIXe siècle, servaient d'égouts à ciel ouvert. Les immeubles n'avaient pas de latrines individuelles. Les fosses d'aisance débordaient régulièrement. L'odeur de Paris était légendaire, et pas dans le bon sens du terme. Mais nulle part ailleurs, le contraste n'était aussi violent qu'à Versailles. Nulle part ailleurs, la distance entre l'image et la réalité n'était aussi vertigineuse. Un palais d'or et de marbre où l'on marchait dans les excréments. Des jardins d'une beauté parfaite qui servaient de latrines publiques. Un roi qui se parfumait à l'ambre gris pendant que ses serviteurs étouffaient dans les combles. Versailles condensait, dans un seul lieu, toute la contradiction d'un régime qui avait investi tout dans l'apparence et rien dans la substance. Et en 1789, quand les femmes de Paris ont marché sur Versailles pour ramener le roi dans la capitale, quand la foule a envahi ce palais que la monarchie croyait intouchable, ce n'était pas seulement une révolution politique, c'était le retour du réel, le retour des corps, le retour de tous ceux que le système avait refusé de voir, de nourrir, de loger dignement, ceux qui avaient vidé les pots de chambre, nettoyé les escaliers, supporté les odeurs, enduré l'indignité quotidienne d'un monde qui les traitait comme des ombres. Aujourd'hui, 8 millions de visiteurs traversent chaque année la galerie des glaces. Ils lèvent les yeux vers les plafonds peints par Lebrun,
Ils admirent les lustres, les marbres, les perspectives infinies des jardins, et aucun d'entre eux, ou presque, ne se pose la question la plus simple, la plus humaine, la plus universelle: où allaient les gens quand la nature appelait? Et pourtant, c'est peut-être dans cette question si ordinaire que se cache la leçon la plus extraordinaire de Versailles, parce qu'un pouvoir qui oublie les corps finit toujours par perdre les âmes. Un régime qui investit des millions dans les fontaines, mais rien dans les latrines, qui construit des galeries de miroirs, mais refuse de voir la réalité de ceux qui les nettoient, ce régime-là porte en lui, dès le premier jour, les germes de sa propre chute. Versailles nous fascine, et il a raison de nous fasciner, mais sa vraie grandeur n'est pas dans ce qu'il montre, elle est dans ce qu'il cache, dans ses escaliers sombres, dans ses couloirs oubliés, dans ses combles étouffants, où des milliers d'anonymes ont vécu, travaillé et survécu dans l'ombre du plus beau palais du monde. Ce sont eux, les vrais habitants de Versailles, et leur histoire méritait enfin d'être racontée.